Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur vos smartphones, sur votre télé. Bref, comme chaque soir, aucune excuse si vous passez à côté. Et ce soir, au programme, on va partir directement en station sur les pistes enneigées, les terrasses ensoleillées, les brèves vacances juste à côté, car en effet, la station de Val Thorens est ce soir notre invité. Puis nous redescendrons sur le lac d'Annecy qui accueille dès cette fin de semaine la 7e édition de la Glagla Race. On parle là de stand-up paddle et ce de niveau international s'il vous plaît. Son organisateur sera des nôtres d'ici quelques minutes. Et enfin, et comme souvent dans cette émission, il nous tient à cœur de vous faire découvrir les savoir-faire de notre territoire. Focus ce soir sur l'aventure de Pape et Pille, une toute jeune start-up qui touche à bille du côté des Vires. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Et on commence comme tous les soirs avec les titres de l'actu. Salut Seb. Salut Manu. Et avec toi, ce soir, on va parler petits cheminots, où es-tu? Et oui, les manifestations, les mouvements, les rassemblements qui continuent contre cette réforme des retraites. Ce lundi matin, du côté du palais de justice, les avocats. Et ce lundi, on voit sur ces images un rassemblement, une manifestation. Pour la première fois depuis le début du conflit, une manifestation un samedi du côté d'Annecy avec aussi pas mal de monde. Reportage complet tout à l'heure dans le JT, 18h30. Et puis, on fête un anniversaire. Oui, est-ce que Manu, tu fais partie des Français qui ont regardé, j'imagine, pour la millième fois les bronzés fonds du ski cet hiver? Alors, pas cet hiver, malheureusement. Non. Voilà, les bronzés fonds du ski, ils ont donc fêté leurs 40 ans. Le film, la sortie de ce film qui date de 1979, 40 ans du côté de Val d'Isère. Il y avait quelques-uns des membres de la troupe du Splendide qui étaient justement du côté de Val d'Isère en Savoie pour fêter cet anniversaire. On a hâte de voir ça et de fêter les bougies. Merci beaucoup Merci, Seb, Manu. bon courage. Je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité. Vincent Lalanne est parmi nous le directeur général de l'Office du tourisme de Val Thorens. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bon, merci d'être avec nous. C'est Merci. toujours un plaisir que d'avoir des délégations des trois vallées sur notre plateau. On commence droit dedans. Comment s'est passé le début d'hiver? Déjà lointain, hein? Oui, nous on démarre le 23 novembre, donc Ça commence à faire un petit ça moment. commence à faire déjà. Mais ça s'est passé à merveille. On a fait un très bon début de saison en fanfare, puisqu'on démarre toujours avec la grande première. Je crois que vous étiez présent d'ailleurs. Tout à fait. J'ai manqué ça pour rien au monde. Donc les gens se sont fait un petit peu décoiffer ce week-end-là, parce qu'on a eu, un temps qui était, on va dire, un petit peu agité, C'est joliment dit. avec une jolie tempête. Mais ça s'est bien passé. Les gens étaient plutôt contents. Ça s'est fait dans la bonne humeur. Et finalement, les gens nous ont pas tenu grief des conditions climatiques. On pensait avoir des annulations, la on n'en a montagne. quasiment pas eu. Donc voilà, on avait peut-être une dizaine de milliers de personnes qui étaient là. Donc c'était quand même un beau week-end. On a l'habitude de dire que la saison commence véritablement, forcément avec les premières vacances, celles de fin d'année, Noël, Nouvel An. Comment ça a été de votre côté, de ce côté-là? Alors nous, on ne démarre pas avec Noël Nouvel An parce qu'en fait, de la grande première jusqu'à Noël, on a beaucoup d'opérations. On a la Border Week qui est une opération avec des Allemands, on a le Varsity qui est une opération avec des Anglais, des universités d'Oxford et de Cambridge qui viennent s'affronter sur les pistes et dans les bars. Ok. Et puis Ambiance. en fait, on a beaucoup d'opérations tout au long. Alors effectivement, quand on est après en saison, on démarre avec Noël et Jour de l'An qui se sont merveilleusement bien passés cette année. On a fait un très beau Noël, avec une très belle clientèle qui a vraiment profité. Et on a eu beaucoup de neige cette année, donc on a fait un vrai Noël neigeux. On a vu beaucoup de stations des Alpes du Nord qui ont fait des grosses marges de progression, plus 10% pour certaines, pendant les vacances justement de fin d'année, et notamment pendant cette fameuse semaine du Nouvel An. Qu'en était-il de votre côté? Alors nous, c'était un peu atypique parce qu'on avait déjà fait un jour de l'an l'année dernière qui était au top, hein, où on était presque à 100% d'emplissage. Cette année, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas sur le jour de l'an qu'on a fait les plus gros remplissages, parce que sur le jour de l'an, on est déjà à 98% de taux d'occupation. Donc on va dire qu'on est quasiment complet. On a mieux marché sur Noël, effectivement. On a fait des très belles vacances de Noël. Et puis on avait bien marché avant. Et on continue à bien marcher tout au long du mois de janvier. Donc on fait un très beau mois de janvier. On le sait, généralement, les trois vallées, et plus particulièrement Val Thorens, c'est un peu un creuset d'activité bien au-delà du simple ski, si je peux me permettre. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. On parlait de tyrolienne, on parle de plongée sur glace, de circuit sur glace, sans oublier les incontournables, les VTT, les parapentes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de trouver des choses à offrir qui ne sont pas encore disponibles déjà à Val Thorens? Est-ce qu'il y a des nouveautés encore? Alors, il faut quand même rappeler que les basiques, c'est le ski. Donc, on C'est est au des- sein du plus grand domaine skiable du monde, les Trois-Vallées, hein, avec 600 km de piste. Et Val Thorens est la plus haute station d'Europe. Donc, on remplit déjà nos obligations d'être les meilleurs. On a été élu meilleure station du monde, encore une fois cet automne, pour la 6e année. Donc, ça veut dire quelque chose, ça veut dire beaucoup d'attentes de la part des clients. Mais effectivement, aujourd'hui, les clients font du ski, mais pas que. Donc, ils font du ski
plus en général une autre activité. Alors, ça peut être une activité d'après-ski classique, terrasse, bar, fête, comme Val Thorens est très connu pour l'après-ski, mais c'est aussi tout un tas d'activités, effectivement, dont les tyroliennes, les luges, le circuit sur glace, tout un tas d'activités diverses et variées. On a vraiment que l'embarras du choix. Alors, effectivement, la partie la plus extrême, ça va être de la plongée sous glace, des choses comme ça, mais on en a vraiment pour tous les goûts. Est-ce qu'il reste encore de la place pour de futures innovations? Est-ce qu'il est encore possible d'agrandir cette offre ou concrètement là on est déjà à un large panel? Alors Val Thorens, on a souvent coutume de dire qu'on est le laboratoire justement des innovations et qu'en général on prouve souvent aux inventeurs ou aux développeurs de nouvelles activités que si leur activité fonctionne à Val Thorens, il y a des chances qu'elle fonctionne un peu partout dans les Alpes. Donc souvent, effectivement, on est un lieu d'expérimentation, alors avec des choses dont on ne fait pas forcément la publicité ou qu'on teste, on va faire des tests auprès de clients et autres. Là, cette année, par exemple, on a ouvert un igloo bar, en fait, un bar sous la glace avec des intérieurs sculptés, éclairés et tout. Ça existait déjà dans d'autres stations européennes ou d'autres stations françaises, mais les constructeurs de l'igloo cette année sur Val Thorens ont quand même été très surpris du succès absolument incroyable du lieu. Donc ça prouve bien qu'il y a toujours de la place pour faire des nouveautés. Après, on a des nouveautés technologiques, on a des choses qui ne se voient pas par les clients, mais on a plein de choses qui sont en place, qui nous permettent de réorienter les flux. On est les premiers, par exemple, à avoir un drone au service des pistes qui permet d'aller rechercher les clients si jamais on a une alerte avalanche. Voilà, on essaye à chaque fois d'être un peu en avant-garde pour toutes les innovations, quelles qu'elles soient à destination du client ou des innovations technologiques qui après vont bénéficier aux clients. On a parlé des innovations, on a parlé des activités, mais on n'a pas encore parlé de l'événementiel. Et de ce côté-là, ça bouge. Il n'y a pas un week-end sans qu'il y ait quelque chose du côté de Valto. Alors effectivement, il y a des choses tout au long de la semaine. D'ailleurs, on essaye que chaque semaine, il se passe quelque chose. On n'a pas forcément à déclencher beaucoup de choses nous-mêmes en tant que station, puisqu'on a beaucoup d'organisations qui sont des organisations extérieures qui viennent. En général, on concentre la plupart des opérations stations en début de saison. Cette année, on avait donc la Coupe du Monde de ski cross. Le même week-end, on avait la Coupe du Monde de ski cross. On avait ces fameux Anglais du Varsity qui étaient en compétition de ski entre eux et qui étaient là pour s'amuser. Et on avait également le Trophée Andros. Donc on avait 3 grosses opérations le même week-end, plus toutes les opérations qui ont eu lieu jusqu'à Noël jour de l'an. Après, j'allais dire, comme on est dans une phase où la station est bien remplie, la chose la plus importante après, c'est Jazz à Val Thorens, où on a un échange avec Jazz à Vienne et qui se passe à merveille, qu'on va remodeler un petit peu cette année parce que ça va être sous forme d'invitation avec un peu des groupes de prestige, puis qui vont jouer également sur différentes terrasses d'hôtels de Val Thorens. Et enfin, à la fin, on est en train d'inventer, on vous l'annonce un petit peu en avant-première, vous êtes les premiers, le dernier week-end, donc à la fin du premier week-end de mai, puisqu'on ferme à la fin du premier week-end de mai. Ce week-end-là, on va faire un week-end spécial ski, de même qu'on fait la grande première, ça s'appellera probablement la grande dernière ou la Big Dare. Et c'était pas encore venu à l'idée de justement cette fête de début de saison, on la connaît maintenant depuis des années. La fête de fin de saison, elle était un peu plus officieuse. Elle était officieuse, ça s'appelait les Apothéoses Day et elle était un peu plus destinée, on va dire, aux locaux, aux gens de la station qui se retrouvaient pour un dernier week-end. Et on s'est dit, mais on va faire profiter l'ensemble du grand public d'une belle opération autour du ski, autour de la passion du ski, donc avec probablement un très gros derby depuis le sommet de Péclé, et puis avec, en général, quand on fait les choses à Val Thorens, on les fait bien ou on les fait pas. Donc là, on va le faire bien et on va faire une très belle opération en mettant tout le monde autour de la table, et les écoles de ski, les services des pistes, les services techniques, le club des sports vont se mettre ensemble pour offrir vraiment une manifestation qui soit vraiment sympathique et détendue, et puis qui donne quand même toujours aux gens l'amour du ski. Le dernier endroit, on va dire, sur la planète où on a envie de faire du ski, ça doit être Val Thorens. Alors ça, c'est un beau message. En tout cas, le rendez-vous est pris pour les téléspectateurs. Fin de saison, c'est rendez-vous à Val Thorens. Tout à fait. Très rapidement, le petit mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de saison? De continuer comme on a démarré, mais a priori, tous les voyants sont au vert. On a beaucoup de neige, on a 1,30 m de plus en cumulé que l'année dernière. Donc, je pense qu'on est bien parti. Des belles chutes de neige avant nos clients de février. Puis voilà, tout est parfait. Tout est parfait, tout simplement. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir en tout cas participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie. Oui. Hop. Merci en tout cas, à bientôt pour accueillir notre invité suivant. Il s'agit de Reded Tari. Si je le prononce bien, je suis... Ouais, c'est Abed Tari. Abed Tari, excuse-moi. Tu peux m'appeler Pape. L'un des fondateurs de Pape et Pille. Alors, il s'agit je vais le résumer en 2 secondes pendant que tu t'installes. Ouais. L'histoire surprenante de 2 amoureux gourmands, si je ne dis pas de bêtises, qui ont voyagé à travers le monde et décidé de nous raconter leurs diverses rencontres, et ce, avec un véritable panel de saveurs. Qui est en train de s'étaler devant moi au moment où je vous parle. Comme Florian Honner dit, je suis le roi des
placement de produits. Ah oui, ça c'est un euphémisme. Donc voilà, pour Ah que bah voilà. les gens sachent En tout de cas, quoi on parle, nous Le voilà, les produits sont placés du coup. ils sont là. Ça fait une sacrée marque. Alors raconte-nous un petit peu la genèse de cette aventure. Comment toi et ta compagne, vous avez décidé de vous lancer dans la fabrication de gâteaux? On a une histoire un peu atypique, hein, si tu veux. Déjà, on est deux infirmiers, on s'est rencontrés. Oui, ça part de loin du coup. Ça part de très très loin. Mais avant, je suis quand même cuisinier et puis elle est passionnée de pâtisserie. Et sur un coup de tête, il y a à peu près 6 ans, on a décidé de faire des voyages et de faire le tour du monde, d'aller à la rencontre des gens. Ça arrive au Et, meilleur. et on a allié cette passion de la cuisine et de la pâtisserie au voyage. En fait, on a cuisiné pâtisserie avec plein de gens autour de la planète. Et quand on est revenu il y a 2 ans, avec tout plein de recettes, il y a une connaissance qui faisait son mariage et qui nous a dit moi, je veux quelque chose qui change. Est-ce que vous pouvez me faire des biscuits du monde pour mon mariage? Et nous, on allait encore plus loin. On s'est dit mais nous, quand on va au mariage, on est toujours en train de manger des biscuits qui sont trop gros et on a envie de tout goûter. Mais quand tu manges un biscuit, tu t'es vite calé. Et puis en plus, il y a le repas derrière. Donc tu prends toujours un biscuit, tu en manges un bout, puis tu cherches un enfant à qui tu vas pouvoir le filer. Tiens, finis mon biscuit pendant que je vais en manger un autre. Tiens, hop là. Et du coup, on a réfléchi, puis on s'est dit, mais attends, on va créer une forme facile à manger, en mode snacking, comme ça. Et puis on a fait des billes de biscuits. Tu vois, c'est Alors, vraiment, des petites billes de biscuits. L'idée est quand même, elle est assez originale. Qu'est-ce qui vous a mené finalement vers ce concept révolutionnaire que pas de forme ou de la plus simple qui soit aujourd'hui? Voilà. c'est ça. On s'est dit, tiens, on va faire une bille de biscuit. Mais le leitmotiv, c'est de se dire, mais attends, on prend le biscuit original et on va le transformer, mais on va garder le goût original. Tiens, Alors, je te fais goûter, tu vas pouvoir avec dire aux plaisir, quand téléspectateurs. même. Alors là, c'est la corne de gazelle. Donc on a pris la corne de gazelle, Ok. on l'a transformée en forme de bille, mais le truc qui est important, c'est est-ce que en une bouchée, tu retrouves le goût de la corne de gazelle? Alors c'est super bon, j'ai pas le référentiel de la corne de gazelle. Du coup, je vais devoir t'en piquer un autre. C'est dommage, mais là, Oh. par contre, en Turquie, on a découvert la noisette et on s'est dit, tiens, on va C'est faire super un biscuit noisette. Chaque pays, il y a le Brésil, c'est le Beijinhos. Ok. Regarde, là, on a fait une bille de biscuit à la noisette de Ok, Turquie. je vous le dis. Hein. Souvenir de noisette. Alors, dis-nous, quand tu manges, est-ce que tu n'as pas une explosion en bouche de noisette? Si, tout à fait. Eh ben, c'est ça qu'on a voulu créer chez Bah. Papépi. On a voulu miniaturiser les biscuits en forme de Mais bille. aujourd'hui, ça n'existait pas. Tout le monde a justement des formes très reconnaissables, etc. L'aventure de la bille, ça n'a pas dû être simple à mettre en place comme ça. Franchement, ouais, c'était très compliqué parce que quand on a eu l'idée, tout de suite, on a eu la chance de rencontrer la MED 74 et aussi Initiative qui nous ont vraiment aidés à devenir des entrepreneurs en nous montrant c'est quoi d'être un entrepreneur, le business plan, je te passe tout ça, tu vois, les assurances. On a même rencontré notre comptable qui s'appelle Christophe Deballe. Il nous a dit ouais, mais vous voulez faire des billes de biscuits, c'est bien, mais il faut être rentable. Donc là, on a commencé à appeler tous les biscuitiers en France en leur disant mais on a besoin d'une bille de biscuits. Personne ne savait faire. Même Mondelez, on les appelle, ils me disent non, C'est pas on fait un possible. palais breton si tu veux. Je dis non, je veux une bille. Et du coup, on a dû faire de la recherche et du développement pour développer ça. Mais au tout début, il n'y a pas grand monde qui croyait, à part Initiative, qui croyait en nous, qui nous a donné des financements, mais on avait besoin de plus d'argent. Ça remonte à combien de temps maintenant? Ça remonte à peu près 19 mois, où on a commencé à initier. Ça reste tout récent. Aujourd'hui, ça paraît déjà un temps ancien au vu de votre développement, puisque si je ne dis pas de bêtises, vous êtes en train de conquérir finalement la France entière aujourd'hui. On essaye, mais ce qui est la particularité, et ce qui est dur pour nous aujourd'hui, c'est que nous, on a dû vendre notre maison, parce que personne n'y croyait. Et on a monté les premières lignes de production avec nos fonds personnels pour pouvoir monter ça. Aujourd'hui, on a la chance, c'est que Franprix nous a repérés. Normalement, en mars, on devrait être dans les cadenciers, donc on va nous trouver dans tous les Franprix au niveau national. Je t'avoue qu'en 4-5 mois, d'avoir réussi à faire ça, nous, on est un petit peu hallucinés. Mais on a la chance aussi d'être suivis par des influenceurs, des influenceurs food, comme Sari Miramarjo ou Cooking with Alia. Alors, ça, c'était vraiment un des clés de votre Du plan succès, de ouais. communication et de la stratégie, c'était les réseaux Complètement. sociaux. C'est les être présent rencontres. sur Ouais, online. complètement. Par exemple, on a eu la grande chance de rencontrer Aziza Boudrar, celui qui a inventé en France le Turi-Tuper, qui a fait des stories sur nous et qui nous a aidés. Hier, Fadili Camara du Jamel Comedy Club, elle nous a fait une story. Moi, je t'avoue, là, tu as vu, je parle un peu vite, c'est parce que j'ai rien dormi. Je travaillais ce matin en tant qu'infirmier, mais hier toute la nuit, j'ai fait des cartons parce qu'elle nous a fait une story, mais qui est vraiment tordante. Vous la trouvez sur notre Instagram, Papépi, sur Insta. Et franchement, on a eu des commandes toute la nuit, ça a sonné. Et c'est vraiment génial. Alors là, on est dans le grand boom, l'explosion de Papépi. Est-ce qu'il est encore possible à court terme de concilier la vie d'infirmier telle que vous la connaissiez jusqu'à présent avec votre compagne jusqu'à devenir chef d'entreprise? Est-ce qu'il est encore possible de faire les deux?
Il va falloir choisir. Il y a un moment, il va falloir choisir. C'est juste que là, on est en petit démarrage. Bon, on a une grosse présence sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est important, c'est que tous les acteurs nous fassent confiance. Par exemple, nous, on a eu la chance, dès le début, Super Ubonne, Intermarché d'Ouvaine. On a même eu Madame Bonin sur Intermarché qui nous a ouvert le marché lyonnais. Ça, c'est des gens qui nous ont fait confiance et qui nous ont mis en rayon. Il y a d'autres qui ne jouent pas forcément le jeu parce que voilà, on n'est pas Nutella, on n'est pas une énorme entreprise, il n'y a pas des roulements énormes. Mais ce qui est important, c'est que nous, quand on met des produits en place dans un magasin, vous nous retrouvez en dégustation et on va à votre rencontre. Et on vous explique le projet et on vous explique ce que vous mangez. Et ça, c'est top. Et alors, prochain défi, ce sera quoi? Après la France, l'international, c'est la suite logique? On est petit, on va déjà faire la France, même si on a déjà ouvert sur le marché marocain avec les ventes en ligne. Mais il y a la France avec le salé, les nouvelles billes salées qui vont arriver mars-avril. On n'en parle pas trop parce qu'on essaie vraiment de faire un truc vraiment canon pour vous. Mais c'est ça la prochaine étape, c'est le salé. Et c'est de réussir à avoir un peu plus de réseau. Monoprix, si vous nous regardez, je vous ai envoyé plein de mails. S'il vous plaît, appelez-moi un rendez-vous. On est vraiment innovant et ça va être sympa. Eh ben, le message est passé. En tout cas, nous, on vous suivra, on continuera. On viendra notamment vous voir du côté des Vires dans votre atelier de fabrication, si c'est possible. Écoutez, la porte est grande ouverte. Voilà. On va saisir la chance alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre force. Et Ouais, suivez notre web-série sur et Insta. les web-séries, tout simplement. Ah, la web-série, il faut la suivre. Alors, je laisse je fais pas... Pour l'instant, mais tu pourras les récupérer Ouais, après. maintenant, je si vous les tu veux. laisse, mais comme ça fait du placement. Top. Merci Rad. À bientôt. Et puis j'accueille tout de suite notre troisième invité. Benoît Mouren est parmi nous, l'organisateur de la Gla Race. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, je te laisse prendre place. C'était un petit peu difficile l'arrivage, hein, Petit problème de vélo, ouais. Ah, Problème de roue. ce sont des choses qui arrivent. Fini en courant, mais ça va. Tu es là, c'est l'essentiel. Avec toi, forcément, on va parler de la Gla Race qui commence dès cette fin de semaine. Si je dis pas de bêtises, c'est la 7e édition. Parfait. L'année dernière, déjà, c'était un peu l'édition de tous les records, 650 inscrits. On en est où cette année? Il reste encore quelques places pour les derniers retardataires ou on est booké de longue date? Il reste des places. On a vu grand, donc il n'y a pas de problème. Puis on commence à être rodés sur l'organisation. Oui, c'est 7 ans, cette année, c'est justement l'âge d'expérience. C'est le grand âge pour une manifestation comme celle-ci? Je n'ai jamais fait plus de cette édition d'un événement. Donc non, ça va. C'est toujours aussi stressant, toujours autant de travail, mais ça continue à se développer. Et cette année, la grosse évolution, c'est vraiment au niveau du plateau des compétiteurs internationaux où c'est très impressionnant les gens qui viennent. Alors justement, c'est vrai que cette compétition, elle a intégré vite ces dernières années les circuits internationaux pour cumuler des points. Et il y a eu un avant et un après en termes de fréquentation de participants à cette course. Il y a eu un aura aussi qui s'est développé, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment chaque année un palier et il n'y a pas eu d'avant-d'après. C'est vraiment une progression régulière et avec chaque année des surprises, des nouveautés, des évolutions. Donc, non, c'est toujours un plaisir d'organiser cet événement. Bon, on revient quand même à la base, au cas où il y a des personnes qui dormiraient encore dans une grotte depuis ces 7 dernières années. La Race, c'est donc du stand-up paddle. C'est ouvert à tous les amateurs, mais il y a quand même du très très haut niveau mondial qui fait le déplacement. Beaucoup de distances, beaucoup de parcours différents, mais un point commun, ça commence à Talloires. Alors, on part de Talloires, effectivement, toutes les courses partent de Talloires, de la plage de Talloires, qui a l'avantage en hiver, toute l'année, mais c'est particulièrement intéressant en hiver d'être orienté plein sud dans une baie qui est bien abritée. Donc dès qu'il y a un petit rayon de soleil, même s'il y a de la neige, c'est très agréable. Même en plein hiver, il faut vraiment y venir, même si c'est juste pour regarder. Effectivement, c'est ouvert à tous. Il y a des pratiquants loisirs qui n'ont jamais fait de compétition. Souvent, c'est leur première compétition. Et pour eux, il y a une distance de 6 km qui a l'avantage de partir en même temps que la course principale. Donc, ça veut dire l'année dernière, on avait les 650 personnes qui étaient sur la même ligne de départ, qui fait toute la largeur du lac. Ça fait une ligne de départ, voilà, on la voit, de 500 mètres. C'est, à n'en pas douter, d'après les commentateurs, la plus grande ligne de départ en course de stand-up paddle au monde. Donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Ouais. Et surtout, c'est de voir ce lac d'Annecy qui, l'hiver, est très très calme. Il y a effectivement quelques pêcheurs, les clubs d'aviron qui s'entraînent, quelques paddleurs maintenant qui tout d'un coup est couvert de paddle. C'est quelque chose d'assez frappant. Alors, je suis un peu néophyte à la discipline, je suis navré, mais est-ce qu'il existe beaucoup de compétitions hivernales de stand-up? C'est vrai qu'on a l'habitude, enfin, cette image d'Épinal, de voir ça sur les vagues dans les îles, etc. Ça, c'est le terrain naturel, habituel, classique.
Ça se développe, donc il y a tout type de format de course qui se développe. Après, il n'y a, à ma connaissance, pas d'autres courses vraiment connues en hiver, hein. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon, et si elles ont lieu en hiver, elles ont lieu plutôt dans l'hémisphère sud, donc c'est plus vraiment l'hiver, c'est l'été. Non, c'est vraiment quelque chose de très particulier, hein, ce qui au départ était un pari, quelque chose d'un petit peu vraiment insolite, qui reste très particulier, mais du coup, comme ça devient un peu une course classique, voilà, ça change un petit peu les choses. Il y a plusieurs catégories, on n'est pas tous les uns contre les autres, et notamment, à ce que j'ai vu, il y a du Red Paddle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors Red Paddle, c'est une marque, et cette marque-là a lancé un format de course, c'est des planches à 4 qu'on vient d'apercevoir là. C'est eux qui ont inventé ce concept-là. Il y a d'autres, comme beaucoup d'innovations, après il y a d'autres marques qui suivent, c'est très bien. Ça change tout, c'est-à-dire qu'on a 4 à ramer, ça reste des planches de course, donc assez étroites, rapides, mais on est en équipe, il faut se synchroniser, parce que comme on est debout, évidemment, s'il y en a un qui n'est pas dans le rythme, il va tomber. Et ça, c'est une course qui est gratuite, ouverte à tous, qui a lieu à 13h le samedi après-midi. Donc même si vous n'avez pas de matériel, on aura quelques combinaisons, mais si vous avez la vôtre, prenez-la. Si vous n'êtes pas 4, on pourra former des équipes sur place. On peut arriver totalement en touriste, c'est un tout petit parcours. Juste avec un maillot de bain. Ouais, voilà, c'est un tout petit parcours. Au mieux prendre la combi, ça nous aidera au niveau de la préparation. Mieux, oui. Mais parce que là, on parle de l'eau qui est estimée estimée à combien? Alors, il a fait assez doux cet hiver. Donc là, elle est à 6,5, ce qui est relativement élevé pour un mois de janvier. Je pense que c'est la plus élevée des températures qu'on a eues depuis le début. On est descendu à moins de 4 degrés l'année où il a fait assez froid, en 2017. Finalement, on est plutôt sur 4,5. Donc là, 6,5, l'eau elle est bonne. Là. Bon, en tout cas, c'est une compétition qui marche, qui prend en ampleur, on le disait, chaque année. Ça va s'arrêter quand au niveau de l'organisation, vous arrivez petit à petit à la limite parce que ça doit être pas évident de gérer quand même des compétiteurs dans ces conditions-là, qui risquent presque l'hypothermie à chaque instant. Alors, l'hypothermie, oui, effectivement, ça peut arriver. Il faut être bien couvert, pas trop non plus, parce que c'est quand même un sport d'endurance. Donc, c'est comme si vous partiez même en hiver courir en combinaison de ski, vous allez vite avoir chaud. Donc, il faut se couvrir juste ce qu'il faut. En fait, il faut se protéger en cas de chute dans l'eau, mais il ne faut pas non plus être trop couvert. On peut même risquer le contraire, c'est d'avoir un coup de chaud, c'est déjà arrivé. Donc, il faut bien se préparer, et ça va dépendre aussi un peu de la météo. Donc, voilà. Mais donc, bien préparé, il n'y a pas de problème, c'est accessible. Et après, voilà, il y a de plus en plus de monde aussi qui vient pour regarder. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde le matin, l'après-midi aussi. L'après-midi, il y a une course qui est une technical race où on a plusieurs passages à terre, beaucoup de bouées à virer. Donc, de la plage de Loire, on voit tous les compétiteurs pendant toute la course. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. Il y a des animations qui sont prévues. On a même installé un sauna et un bain norvégien sur la plage. Donc, ça donne des conditions aussi assez sympas, des plaisirs aussi de l'hiver. Alors, sachant qu'il y a un partenariat qui marche et qui vous permet aussi de pouvoir combiner un petit peu les plaisirs, c'est celui avec le Grand Bornand qu'on salue, qu'on aime beaucoup ici sur cette antenne. Un grand merci au Grand Bornand là, qui nous aide cette année. Il y a aussi pour tous les participants, pour les gens qui voudraient s'inscrire, une raison supplémentaire de s'inscrire, c'est qu'on a des réductions après pour aller skier le dimanche au Grand Bornand avec son ticket d'inscription. Donc ça, c'est bien. Pour la journée du dimanche et même pour des séjours, pour les gens qui viennent d'un peu loin, s'ils veulent rester la semaine au Grand Bornand, il y a des offres spéciales. Donc effectivement, grand merci au Grand Bornand. C'est vrai que c'est intéressant pour des gens qui viennent de loin, évidemment de venir pour la Glagla Race parce que c'est quelque chose de fort, mais en même temps, c'est de pouvoir le lendemain changer de plaisir et glisser sur la neige. L'utile à l'agréable. C'est vraiment chouette. Ouais. Bon, sachant qu'on sera également présent avec Victoria Lopez qui sera en direct depuis la Glagla Race pour commenter cette année. C'est aussi, j'imagine, incontournable que ce soit sur 8 Mont Blanc. Le live sur 8 Mont Blanc, donc ça va vraiment être bien, avec 2 commentateurs. On a un commentateur qui s'appelle Christopher Parker, australien pour la partie anglophone, et Stéphane Okidem de Subpassion, dont 2 vraiment des experts qui vont être là pour commenter, pour donner leur éclairage de spécialistes sur la course. Donc à partir de 10h, 10h30 samedi. Alors voilà, le rendez-vous est pris, 10h, 10h30 samedi, sur nos réseaux sociaux bien évidemment, ou tout simplement sur les bords du lac d'Annecy pour voir ce grand événement. En tout cas, écoute, Benoît, je te garde encore quelques minutes si tu veux bien. Je bouge pas. Tu ne bouges pas. Je fais une petite parenthèse, résultats sportifs du week-end, parce que oui, on est dans la page sport et il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, et notamment du côté du ski de fond avec un Lucas Chavana qui s'est imposé sur le circuit international de ski de fond. Ce samedi comme ce dimanche, il a remporté toutes les courses du week-end à Dresde en Allemagne. Une 2e et une 3e victoire de la saison qui le propulse donc en tête du classement de la Coupe du Monde de sprint. Bravo à lui.
En ski slopestyle, c'est Tess les deux qui s'imposent à Font-Romeu, un retour fracassant sur le circuit Coupe du Monde, là aussi après une blessure au genou en décembre dernier, un très grand retour. Quant au ski alpin, on note le très bon résultat de Totor, Victor Mufas-Jandet qui se classe 3e ex-aequo du géant d'Adelboden. 4e au terme de la première manche, il regagne 12 places en deuxième manche. Le lendemain en slalom, il signe également la deuxième meilleure performance de sa carrière en se classant 5e sur la piste suisse. Un grand bravo à lui. Quant au résultat biathlon, j'attends Seb qui vous donnera les détails du JT. Une petite dernière chose, si tu le veux bien, puisque je ne sais pas si tu es au courant, mais on choisit des invités cette année et on les fait réagir à une petite revue de presse. Donc, si tu l'acceptes, j'ai choisi quelques articles des confrères et j'espère qu'ils te feront réagir. On se rapproche de ton univers et on continue sur notre lancée des résultats car il y a quelques semaines s'est tenue la course la plus froide du monde. Non, je ne fais pas allusion à quelques trails perdus en Haute-Maurienne, mais à l'Antarctic Ice Marathon, le marathon de l'Antarctique. La 15e édition s'est déroulée il y a quelques semaines à quelques centaines de kilomètres du pôle sud seulement. Température moyenne de la compétition, moins 20 degrés Celsius, sans compter la possibilité des vents catabatiques bien connus des parapentistes qui font descendre le ressenti aux alentours des moins 30, moins 35, bon, ça va. Cette année, 56 courageux se sont élancés, représentant 17 nationalités. Et si c'est un Américain qui s'est imposé, on note la très belle performance du seul Français inscrit, Philippe Richet, qui finit à la 4e place en 4h17 et 30 secondes. Mention spéciale quand même au doyen de la course, un Canadien dont j'ai abandonné l'espoir de prononcer le nom, mais qui à 84 ans a bouclé ce marathon des glaces en 11h41 minutes et 58 secondes d'effort. Du coup, Glaglaré, ça fait presque petit joueur à côté. Ça, voilà. ça fait entraînement. Qu'est-ce que... Le problème, c'est qu'à ces températures-là, l'eau est gelée, donc là, on peut pas. Oui, forcément. Mais, vous avez froid, des personnes qui viennent justement s'entraîner peut-être dans des conditions un peu plus extrêmes ou qui redoutent ce côté le glacial. Froid, oui. Alors, au contraire, moi, j'ai le souvenir de Travis Grant qui était venu il y a quelques années, qui arrivait directement de Hawaï. Et c'était la première fois qu'il faisait du sport dans le froid. Et il disait c'est génial par rapport à Hawaï, c'est qu'il disait que la récupération, quand il fait froid, le corps redescend beaucoup plus vite en température et il dit la récupération est beaucoup plus rapide. Il découvrait ça. J'avais trouvé ça assez sympa comme. Donc Glaglaris, entraînement pour des grosses compétitions comme ça ou vice versa? Je pense que c'est des façons, effectivement c'est différent. Ça demande des préparations différentes. Je pense que l'hiver, le froid pour ramer c'est plus éprouvant pour l'organisme et c'est plus difficile pour les compétiteurs. On sait qu'à la fin des courses ils arrivent quand même. C'est une épreuve, mais non, c'est bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça et d'autres choses, c'est de varier. En fait, nous, des courses de stand-up paddle, pour citer des exemples, on en fait aussi dans un lac souterrain en Suisse. Ok. Pareil, expérience différente. Donc ça demande improbable. Ça demande des choses un peu différentes. Donc je trouve, le truc sympa, c'est effectivement de varier les plaisirs. Ça fait partie de l'expérience. Allez, une dernière petite revue de presse pour être totalement complet. On va mettre totalement les pieds dans le plat, puisque ce sont nos confrères de l'Express qui se sont posé toute une simple question. Faire du sport en extérieur quand il fait froid, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? On y revient justement. Et je suis désolé pour les pantouflards qui se serviraient de ce vieux débat comme excuse, mais non, le froid n'est pas une excuse pour rester chez soi. Il est bien sûr recommandé de pratiquer une activité physique tout au long de l'année, mais bon, avec quelques précautions, on l'a évoqué il y a quelques instants, bien se couvrir bien sûr, qui plus est au niveau des extrémités. Le froid est bel et bien un traumatisme pour le corps, il ne faut donc pas forcer. Comme en médecine chinoise, les extrêmes, c'est le mal. Bref, un article complet ponctué de nombreuses expertises que je conseille à tous pour que plus aucune raison ne vous contraigne à ne pas sortir de chez vous. D'accord, justement, avec ça? D'accord, oui. Puis moi, courir, l'été, j'y arrive pas. Je souffre plus, j'ai plus de mal avec la... Ah, ça dépend des personnes peut-être. Avec la chaleur, dès qu'on dépasse les... J'ai même un souvenir d'un marathon du lac d'Annecy au mois d'avril où il faisait 30 degrés et j'avais vraiment souffert. Je trouve que on peut se protéger du froid, se protéger du chaud, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quand il fait 35 degrés pour courir, on n'a pas trop de solutions. Quand tu prêches un converti là-dessus, je suis totalement d'accord. Il y a juste à se couvrir un peu. Bon, merci en tout cas, Benoît. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce week-end? Du beau temps. Déjà, pour commencer. Ouais, du beau temps et puis non, que tout le monde soit, tous les gens soient contents de participer. Non, je pense que je suis assez confiant. Je pense que ça va bien se passer. Il ne saurait en être autrement. En tout cas, merci beaucoup de ton temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est très sympa de m'avoir invité. Bon, normal. Le rendez-vous est donc pris. Ce sera samedi matin. Donc, si tout se passe bien, au cas où dimanche, c'est ça? Vraiment, si les conditions sont trop mauvaises samedi, on décale à dimanche. Et ben voilà, tout simplement, le message est passé. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve juste après la pub pour le JT présenté par Sébastien Germain. À tout de suite.